Nous allons, sans plus attendre, commencer cette session consacrée au secteur public. Nous sommes donc en définitive 4, puisque le 5e d'entre nous, Monsieur Étienne, du cabinet Deloitte, a avancé une excuse plausible, à savoir accouchement de sa femme et donc nécessité de faire du management privé au lieu du management public. Donc nous sommes 4, de droite à gauche, sans que vous y voyiez un sens politique. Nous avons Véronique Chanu, qui est professeure à l'université de Clermont-Auvergne, c'est ça le titre officiel? Clermont 1. Et il y a une Clermont 2. Pardon. Donc Clermont-Auvergne. Donc Yves Joncourt, qui travaille au cabinet Axe Management. Donc moi-même qui suis professeur, non pas à l'université de Paris 10 Nanterre, ça c'est obsolète, c'est Paris Ouest, Nanterre, La Défense. C'est comme ça qu'on dit maintenant depuis peu, c'est la même chose, je précise, je n'ai pas changé d'université. Puis donc nous avons monsieur excusez-moi, Fayolle, qui représente la CFDT cadre. Alors, nous avons grosso modo 1h30, même si nous partons avec un tout petit peu de retard. Et donc, il est prévu 3 exposés liminaires, l'un de ma part, puis ensuite celui de Véronique Chanu et celui de Yves Joncourt. Une réaction du discutant, donc M. Fayolle, qui va réagir à nos propos le plus nettement possible, de manière à susciter des imitations dans la salle. Et puis nous ouvrirons donc une discussion plénière la plus profitable possible. Donc je vais ouvrir le feu en parlant en présentant quelques réflexions sur les enjeux du management public. Ça fait de très nombreuses années que je travaille sur le management public, de trop nombreuses à mon goût. Et par conséquent, ce que je peux dire sera empreint, j'espère, de la modération qui sied à celui qui a une connaissance déjà ancienne d'un phénomène, alors que la connaissance nouvelle s'accommode très volontiers de réactions vives, affectives, parfois extrêmes. Mon point de départ est le constat, si vous voulez, banal mais essentiel, que l'expression de management public, qui est notre pavillon, est une expression oxymorique, puisque management public rassemble 2 idées a priori antinomiques. L'idée de manager, c'est-à-dire d'agir dans la mansion, la maison, et puis d'autre part, l'idée de public, c'est-à-dire l'idée de la cité. D'ailleurs, à être pédant, soyons complètement pédants, management public, ça veut dire exactement la même chose qu'économie politique, sauf que management public, c'est du latin, et puis économie politique, c'est du grec. Mais il y a exactement la même antinomie, c'est la même chose dans les 2 langues. Alors, ce fait ne serait qu'anecdotique si, en fait, derrière ça, il n'y avait pas, aujourd'hui encore, en 2008, une contestation par beaucoup de gens de la réalité et du caractère productif de ce que, personnellement, je considère comme une sous-discipline du management. En d'autres termes, est-ce que le management public est une sous-discipline productive comme instrument d'analyse des problèmes des organisations publiques et de l'action publique? C'est encore un sujet de débat. Alors pourquoi est-ce un sujet de débat? C'est un sujet de débat parce que d'un côté nous avons un certain nombre de nos collègues fort honorables par ailleurs qui se fondent
sur la vocation universaliste du management, en ramenant les différences entre public et privé à des différences de degré, non pas des différences de nature, ce qui est une position que l'on peut, fort respectable, et que l'on peut discuter assez longtemps. Et puis, d'autre part, parce que le management public est concurrencé par des approches qui sont des approches sectorielles, c'est-à-dire on peut effectivement se ranger derrière un pavillon management public ou se ranger bien davantage derrière un pavillon gestion de la culture, gestion des établissements de santé ou des systèmes de santé, gestion territoriale, j'en passe et des meilleurs. En d'autres termes, si vous voulez, que ce soit au niveau des formations universitaires ou au niveau des thèses soutenues, nous avons une logique que les anglo-saxons appellent de substantive areas, qui est une logique en compétition avec la logique du management public et qui l'emporte parfois en quantité, sinon en qualité, sur des approches centrées sur l'objet public. En d'autres termes, le concept de management public se situe à un niveau mezzo, c'est-à-dire d'un côté, il dit certes le management est universel, mais les organisations publiques et les politiques publiques nécessitent que l'on examine leurs problèmes de façon un peu particulière, et en même temps, il est lui-même concurrencé par des approches qui sont plus précises, plus spécifiques, qui s'attachent donc à tel ou tel secteur. Donc, est-ce que le niveau mezzo est un niveau de compromis heureux ? Est-ce que le niveau mezzo est au contraire un compromis bâtard d'approche des problèmes ? On pourrait en discuter longtemps. En fait, si vous voulez, le management public est concurrencé également par des approches voisines avec lesquelles la coexistence est en général pacifique, avec lesquelles, par contre, l'hybridation laisse parfois à désirer. Je pense à la sociologie et à la science politique. Je reviendrai sur ce point dans un instant. J'ai choisi, quitte à être très, comment dirais-je, discrétionnaire dans mon choix, j'ai choisi de souligner ce que je considère comme des enjeux essentiels, mais qui n'épuisent pas tout le problème. Alors, premier enjeu, bien entendu, c'est les considérations distributives. Il y a entre la gestion publique et la gestion privée, pour moi, un problème qui est que les considérations distributives sont au cœur de la gestion publique. Elles sont au cœur de la gestion publique et les manifestations de ceci abondent. On ne peut pas balayer d'un revers de la main les objections qui sont faites parfois à telle ou telle réforme dans la gestion publique au nom de l'égalité. Ces objections au nom de l'égalité, qui est un concept très, très multiforme, égalité devant l'impôt, égalité devant les services publics, etc., doivent être examinées avec précaution lorsque on s'interroge sur la modernisation, entre guillemets, de la gestion publique. Rentre également dans les considérations distributives quelque chose qui, à l'heure actuelle, est totalement d'actualité avec la RGPP, avec la révision générale des politiques publiques, qui est la distribution des services publics, des établissements sur l'ensemble du territoire national. Et le questionnement sur le niveau de maillage pertinent du territoire par ce qu'on peut appeler les établissements ou les guichets administratifs, qu'il s'agisse de la localisation des gendarmeries, des recettes perception, des maternités, des bureaux de poste. Le problème est fondamentalement le même. Jusqu'où doit-on aller dans un maillage qui a été conçu comme très serré à une époque et qu'on est en train visiblement de desserrer à l'heure actuelle au nom d'un certain nombre de considérations, en particulier des considérations d'économie d'échelle, pour les appeler par leur nom. Là où est notre problème, c'est que dans ce très large domaine distributif, nous autres spécialistes de gestion serions malvenus pour nous situer à un niveau idéologique et normatif, et je nous vois mal dire quel doit être le juste maillage, par exemple, des services publics. En revanche, là où je crois
que les gestionnaires peuvent apporter quelque chose par rapport à ce que j'appellerais une science administrative classique, ou par rapport à des sociologues ou à des gens représentant d'autres très honorables disciplines par ailleurs, c'est sur un essai d'objectivisation de ces phénomènes distributifs, un essai de mise sur pied d'indicateurs, par exemple, concernant la réalité du maillage, l'égalité devant la présence des services publics en secteurs ruraux, etc. Alors, cette objectivisation que, à mon avis, la gestion est capable de faire, moyennant un investissement un peu sérieux, entre nous soit dit, cette objectivisation, il n'est pas évident qu'elle pacifie les débats publics. Ce n'est pas parce qu'on objectivise des phénomènes que l'on supprime le caractère subjectif de l'appréciation de la plupart des citoyens dans le domaine en question. Donc c'est pas ça, ça serait pas ça le but, si vous voulez, d'un management public s'orientant dans cette direction-là. Le but serait de simplement proposer une façon de dépasser les discours, la rhétorique qui est malheureusement hyper abondante dans le discours public en ce qui concerne donc la réalité des phénomènes d'égalité ou d'inégalité. Le deuxième enjeu que je voudrais aborder, concerne la stratégie au sens de stratégie d'entreprise ou stratégie organisationnelle. Il est incontestable qu'à l'heure actuelle, dans les organisations publiques, la vogue stratégique est réelle. C'est un des domaines dans lequel l'affirmation de la possibilité d'appliquer les méthodes issues du privé est réitérée à de nombreuses occasions. La stratégie, dans un sens démarqué de la business stratégie, est invoquée lorsqu'il s'agit de faire des plans, des projets, des schémas directeurs aux différents niveaux de l'action publique ou aux différents niveaux des administrations publiques. Elle est également évoquée, quitte à lui donner une interprétation un peu large, peut-être pour les académiques orthodoxes, quand il s'agit d'appeler de ses voeux de meilleures politiques. Le problème, c'est que l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies formelles en milieu public soulèvent une série de problèmes qui ont été signalés chemin faisant par les auteurs, mais qui n'ont pas fait, globalement parlant, généralement parlant, l'objet de suffisamment de recherches empiriques. La diffusion du raisonnement et de la formalisation stratégique dans une organisation publique va en effet aux yeux, selon les écrits d'un certain nombre d'entre nous, à l'encontre de l'ambiguïté, du flou, qui sont caractéristiques de la gestion publique. Et il est évident que quand des réformes de gestion publique mettent en avant que désormais on affiche, on met sur la table tous les objectifs, les académiques que nous sommes ont quelques scrupules à prendre pour argent comptant l'affirmation en question. Donc ils s'insurgent. Moi, dans un papier, j'ai dit la LOLF prétend présenter des objectifs. Ce ne sont pas des objectifs. Et ça ne peut pas être des objectifs. Mais là-dessus, nous manquons, si vous voulez, d'une littérature empirique que sont en train de développer les anglo-saxons et qui serait totalement nécessaire pour voir, si vous voulez, où en est l'ambiguïté des objectifs, des trois points de vue que des collègues ont développés, l'ambiguïté de l'objectif comme ligne directrice, l'ambiguïté de l'objectif comme moyen d'évaluation et l'ambiguïté des priorités à établir parmi des objectifs multiples comme les organisations publiques savent en avoir ou comme leurs gouvernants savent leur donner. Dans ce problème que pose la stratégie d'entreprise, la business strategy, ou la corporate strategy, appliquée en milieu public, il y a également un autre problème qui est, de mon point de vue,
un des aspects les plus intéressants mais les plus difficiles du management public, c'est l'articulation entre la stratégie organisationnelle d'une entreprise publique, d'une entité publique, un ministère, une direction générale, un service déconcentré, une mairie, peu importe, et d'autre part, les politiques publiques que cette entité est chargée, soit elle seule, soit conjointement avec d'autres entités, de mettre en œuvre. Il y a une tension que nombre d'entre nous ont signalé depuis longtemps, ce n'est pas le camarade Laufer qui me démentira, il y a une tension naturelle entre la stratégie des organisations publiques et les politiques publiques qui a été donc mis sur le devant de la scène depuis au moins 30 ans, mais qui n'est pas tellement étudiée, qui au contraire à la limite est niée par les praticiens. Quand je dis qu'à la limite elle est niée par les praticiens, c'est que quand vous voyez comment on a fait la LOLF nie la distinction entre politique publique et structure, de facto. Et on a beau eu, dès qu'il a été question de mettre la LOLF sur pied, nous l'avons signalé, nous l'avons dit, mais attendez, vous parlez de quoi? Vous avez une approche organisationnelle, vous avez une approche en termes de... Ah mais non, mais c'est la même chose. Et d'ailleurs, les parlementaires, excusez-moi, c'est pas parce qu'on est sur le Sénat que je vais pas en dire un mot, on dit, mais oui, mais s'il n'y a pas concordance entre les politiques et la structure, c'est que les structures sont mal faites, il n'y a qu'à rajuster les structures aux politiques. Sauf que nombre d'entre nous ont déjà signalé que les politiques étaient suffisamment nombreuses, suffisamment mouvantes pour que l'adaptation structure politique ne soit jamais possible. Ça, c'est un problème, là aussi, qui mériterait qu'on s'y attarde avec force et que le dialogue entre praticiens et théoriciens, que nous sommes un certain nombre à appeler de nos voeux, soit poussé en la matière. Troisième problème, troisième enjeu que je voudrais signaler, c'est celui qui naît des difficultés financières que rencontrent les États. Et ceci même avant la crise que nous vivons depuis peu en matière de marché financier. La conjonction de ces difficultés financières, d'une part, et de l'invocation réitérée de l'entreprise comme modèle d'organisation efficiente par excellence, d'autre part, ont fait remettre en cause le périmètre du public. On fait remettre en cause le périmètre du public. Cette remise en cause du périmètre du public va pour moi de pair avec un problème dont parlera de façon beaucoup plus précise Véronique Chanu, qui est le problème du management des ressources humaines. On a l'impression, lorsque l'État ou une collectivité locale externalise une activité, on a l'impression que l'externalisation, en tous les cas le motif officiel d'externalisation de cette activité est souvent que, comme une entreprise, on se ressente sur ses cœurs de métier, on abandonne les activités marginales. Sauf que pour les observateurs, on a l'impression, et pour les analystes, on a l'impression que souvent on externalise parce qu'on ne sait pas gérer le personnel. Et donc on préfère que le personnel soit géré par quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'on se trouve face à une sorte de substituabilité entre, d'un côté, une remise en cause du périmètre public et des externalisations pour résoudre cette incapacité à gérer de façon moderne le personnel, et d'autre part, un effort de rénovation du management des ressources humaines dans le public, sachant qu'on parle toujours de management des ressources humaines, mais malgré les avancées dont nous parlera Véronique, eh bien, on est souvent très loin de quelque chose de différent d'une gestion administrative un peu classique. Le point suivant sur lequel je voudrais attirer votre attention, l'enjeu suivant, concerne les politiques publiques. Concerne les politiques publiques et l'investissement que les gestionnaires pourraient avoir à faire en la matière. La conduite des politiques publiques est un des points critiques de la gestion de la sphère du public. De nombreuses évaluations, que ce soit des évaluations faites dans notre pays ou à l'étranger, mettent l'accent sur le caractère mou de ces politiques, le rassemblement artificiel sous un même label d'actions dont les motivations et dont les théories d'action sont différentes pour ne pas dire contradictoires,
Elles mettent l'accent sur la fréquence d'échecs des politiques lorsque leur résultat est mesuré au niveau qui les justifie, à savoir ce que nous appelons l'impact et ce que la LOLF appelle les effets socio-économiques. Le relativisme de nombre de politistes, je veux dire de spécialistes de sciences politiques, qui parlent désormais davantage d'action publique que de politique publique, est une façon pour souligner que les évolutions désirées de la société ne dépendent pas seulement des volontés d'action de la sphère publique, mais dépendent aussi de la collaboration, acquise ou non, de l'ensemble des stakeholders. Et que les organisations publiques, dans cette production conjointe d'évolution sociale, ne jouent pas forcément le rôle prédominant. Très bien, très bien, très bien. Nous avons cependant, nous gestionnaires, un mot à dire que nous ne disons pas assez. C'est que dans les politiques publiques, il y a la conception des politiques publiques et il y a ensuite la mise en œuvre des politiques publiques. Et que quand on examine les problèmes soulevés par la mise en œuvre des politiques publiques, je suis désolé, mais on se situe au niveau de la gestion. Je vous signale qu'avec un collègue qui était là, paraît-il, ce matin, je ne sais pas s'il est là, qui est Jean-Michel Saussois, nous avons mis sur pied un séminaire en master recherche consacré spécifiquement à ce problème, qui consiste à dire, attention, d'un côté, il y a une approche dans laquelle les gestionnaires sont présents, mais pas suffisamment, qui s'appelle l'implementation des politiques publiques, traduction française, mise en œuvre ou implémentation chez certains, qui est fait l'objet de développements extrêmement nombreux par les sociologues, par les politistes ou autres, mais où en réalité le fond des problèmes, ce sont des problèmes de coordination, ce sont des problèmes de conflit entre la culture d'une organisation chargée de mettre en œuvre une politique publique et d'autre part les valeurs nécessaires pour une mise en œuvre correcte de cette. Tout ça, c'est des problèmes que les gestionnaires traitent habituellement dans le cadre d'une approche traditionnelle, organisationnelle, dirais-je, de la gestion. Il y a quelque chose à faire, il y a un territoire qui peut être partagé avec d'autres. Je ne suis pas nationaliste, mais enfin, quand même, il y a quelque chose à faire parce que je trouve que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler là-dessus. J'en finirai parce que le temps passe et bon, je vais passer sur un ou deux enjeux que j'aurais voulu mettre en exergue. Je vais terminer avec un dernier enjeu qui est celui-ci. Pour que les politiques publiques soient efficaces, il faut qu'elles soient correctement conçues, mais aussi bien vendues et fassent l'objet d'une communication efficace. Or, ça fait des années que je fais partie de ceux qui regrettent un sous-développement caractérisé du marketing public. Ça fait des années que je fais partie de ceux qui considèrent que chaque fois qu'on a affaire à des organisations où la transposition du marketing privé est relativement aisée, parce qu'il s'agit par exemple de distribuer des biens, des prestations, des services privés par opposition à collectifs. Lorsqu'il s'agit, par exemple, du marketing des musées, voire même du marketing des universités, parce qu'on a quand même des usagers. On dit beaucoup de choses. Je veux dire, c'est notre communauté dans son ensemble, dit un certain nombre de choses. Mais lorsqu'il s'agit du marketing qui porte sur les biens collectifs, du marketing de la contrainte, à ce moment-là, on a une littérature qui est beaucoup moins développée et c'est bien dommage parce que le marketing de la contrainte, il est essentiel. Il est essentiel, nous le voyons, et parce que les praticiens font des choses. Par exemple, regardez ce qu'il en est en matière de sécurité routière et de cette politique qui, à la surprise générale, marche, des radars automatiques. Bien, les praticiens font des choses. Moi, je souhaite que vous me contredisiez, que vous me disiez que je n'ai pas lu la littérature, qu'il y a 35 thèses sur ce sujet et 535 articles. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un sujet qui est demeuré un peu secondaire, qu'au sein, si vous voulez, de la sous-discipline du management public, le marketing public, à proprement parler, ne s'est pas développé considérablement, peut-être parce qu'il était concurrencé par le marketing des services, qui en est relativement proche, par exemple.
je l'admets tout à fait, mais je trouve ça un peu dommage. Voilà donc quelques pistes. Je suis très incomplet, je suis encore une fois très arbitraire dans les pistes que je vous propose, et voilà quelques pistes que je voulais proposer en introduction.